Dans Autour du monde ce dimanche, une enquête exceptionnelle à vous proposer. Elle est signée de notre confrère, le journaliste Arthur Saradin, auteur de cet ouvrage, Le nom des ombres. Vous le voyez s'afficher sur vos écrans, Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien, aux éditions du Seuil. Bonjour à vous. Arthur, Bonjour. bienvenue sur le plateau de France 24. Vous étiez en Syrie, Arthur, au moment de la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Vous avez rapidement pu recueillir les témoignages, les récits glaçants que vous compilez dans cet ouvrage, témoignages de prisonniers libérés dans les jours qui ont suivi. Ces témoignages, ils sont bouleversants, ils sont glaçants, ils sont percutants. Les adjectifs vont manquer pour les qualifier. En tous les cas, vous donnez la parole à ces hommes, à ces femmes, à ses enfants aussi, il faut le rappeler, détenus pendant plusieurs années dans les geôles du système Assad, du clan Assad. Une première question d'abord, comment et quelle approche vous avez adoptée pour pouvoir la recueillir, cette parole, à ce moment-là, à chaud? À chaud, en fait, moi je pensais avoir beaucoup plus de difficultés à la recueillir, cette parole. Habitant au Liban, on a un peu ce syndrome qu'on appelle de l'espionnite, des fois, parmi les personnes qu'on interviewe. Cette peur de parler aux journalistes, de se demander pourquoi ils veulent s'intéresser à notre intimité. Je me suis dit, dans un pays qui a été surveillé comme la Syrie, où il y avait un agent de la surveillance pour 140 habitants, ça allait être impossible. Et en fait, après un demi-siècle de dictature, après des années de guerre et après le poids terrible qu'a été cette République du silence sur les populations civiles, en fait, il y avait un besoin de parler. Et des fois, j'avais besoin seulement d'une question pour avoir une réponse d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, de personnes qui avaient 1000 raisons de s'exprimer, mais qui en tout cas avaient ce besoin irrépressible de prononcer ces mots qui leur avaient été interdits pendant des années par la dictature. Ouais, et ils ont été enfermés dans ces prisons tristement célèbres. Alors certaines, on les découvre comme Mazet, Tadmor, Palmyre, mais on connaît la branche Palestine, on connaît Adra ou encore Sednaya. L'abattoir humain, comme elle est qualifiée. On disait même à certains prisonniers, lorsque vous entrez à Sednaya, c'est pour y mourir. On a d'ailleurs ces images de cette prison qui continue d'ailleurs de les hanter. Ces survivants qui acceptent de se livrer. Ils vous racontent ces conditions de détention, la torture, la faim, les violences physiques et même sexuelles, même si elles restent encore tabou, celles-ci. Il faut peut-être, et c'est important de le rappeler, tous ces prisonniers n'étaient pas tous des militants ou des opposants politiques au pouvoir Assad. Bien sûr que non. En fait, à un moment, j'écris même un chapitre qui s'appelle, dans ce livre, Le marché de la prédation. Parce qu'on se rend compte que dans le système concentrationnaire syrien, il y a avant tout un marché. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se font arrêter, certes pour des raisons politiques, un post Facebook, une participation aux manifestations, mais il y a aussi des gens qui se font arrêter, par exemple, parce que ce sont des jeunes filles qui ont refusé des avances d'un général, des personnes qui avaient une voiture un peu onéreuses, qui se font arrêter à un checkpoint, mettre en prison pour qu'on puisse leur voler leur voiture. Et il y a des arrestations pour tout en Syrie. On peut se faire arrêter parce qu'on est l'homonyme d'une mauvaise personne et arrêté à un checkpoint, on se retrouve en prison. On peut se faire arrêter pour tout un tas de raisons, parce qu'on est à l'hôpital et après une manifestation, des agents du régime viennent faire une rafle dans les services d'urgence et pensant qu'un tel ou un tel a été blessé peut-être par un tir, par la répression policière, eh bien on se fait arrêter. Et on se rend compte que plus d'1 million de Syriens, depuis le début de la révolution, sont passés par ces geôles et par cet univers concentrationnaire syrien, et qu'aujourd'hui dans la rue, demander à un homme syrien s'il a connu la prison, on est plus ou moins sûr d'avoir un oui à la fin, et surtout d'avoir ensuite les récits des tortures et de la répression qu'a incarné ce régime pendant des années. Et on a ces images diffusées derrière vous qui viennent illustrer votre propos au moment de la libération de ces prisonniers, au moment où on découvre, le monde entier en fait découvre l'existence de ces prisons. Alors certaines, on les connaissait, mais on n'imagine pas, Arthur, cette industrie de la mort mise en place pendant 50 ans de clan Assad. Comment est-ce que ça a été possible et comment est-ce que des hommes ont pu infliger ça à d'autres hommes, des Syriens à d'autres Syriens? Moi, ce qui m'avait le plus frappé, et c'est ce qui d'ailleurs me rappelait peut-être les récits du fascisme que moi j'avais pu entendre plus jeune quand on est à l'école, quand on étudie le nazisme et ce qu'ont été les totalitarismes du XXe siècle, ce qui m'a d'abord frappé, c'est la bureaucratie. En fait, des récits des prisons, on en a plein dans leur individualité. Des personnes qui, depuis les années 80, témoignent des horreurs, de ce qu'ils ont vécu dans cet univers du clan Assad. Et là, il y a un visage sur ce que vous racontez. Cet homme, voilà, ça c'est un reportage de nos équipes, de Julie Dungeloff, Sophia Mara, James André, qu'ils avaient tourné à la branche Palestine, qui avaient pu recueillir les témoignages de certains. Exactement. C'est terrible, c'est des gens brisés qu'on voit derrière. C'est des personnes même, je me souviens dans ce reportage qui avait été très marquant, et quand on voyait ces visages, on voyait des personnes qu'en Syrie,
on appelle les déconnectés. C'est ces personnes qu'on voit à l'image qui ont tellement connu l'univers concentrationnaire et les tortures qu'ils ont perdu la parole et jusqu'à la capacité de reconnaître et de connaître leur propre nom. Sous l'univers concentrationnaire nazi, on les appelait les Muselmaner. Dans les livres de Primo Levi, ces personnes qui avaient, il disait, perdu la raison, perdu la voix. Eh bien, le jour de la libération en Syrie, quand on rentrait dans les rues de Damas, on les voyait errer près des hôpitaux, à la sortie de ces geôles, ces personnes qui étaient désorientées et que le régime avait arraché d'une part de leur humanité. C'est ce qui était très violent et ce qui était très dur aussi à décrire dans le livre. Parce que comment on témoigne avec quelqu'un qui ne peut plus parler? Comment on raconte la vie et l'humanité d'une personne qui n'en porte presque plus et dont on a simplement le regard et des mouvements et souvent d'ailleurs une inertie. C'est ce qu'on voit dans ce reportage d'ailleurs qui a été récompensé à Bayeux. Il est vraiment exceptionnel. On y rejoint aussi les récits que vous livrez, vous, dans cet ouvrage. Vous parliez à l'instant de cette humanité que certains semblent avoir perdue. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Est-ce que ces personnes avec lesquelles vous avez pu échanger, Arthur, elles envisagent l'avenir, elles envisagent la vie d'après, et comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées aussi dans ce parcours de reconstruction? Ce qui est difficile pour beaucoup, c'est qu'on n'est pas encore dans l'étape de la reconstruction. On est encore dans la survie après la prison. Une autre survie parce que la Syrie est encore en ruine, donc il faut toujours réussir à manger, retrouver, disons, sa famille dans des conditions qui sont celles de la Syrie d'aujourd'hui où tout a été détruit, la Syrie est encore un champ de ruines. Et puis il faut porter le poids de ce qu'a été cet univers carcéral, ces tortures, cette déshumanisation, l'interdiction qui avait été faite aux prisonniers de parler dans les prisons entre eux, parfois pendant plus d'une décennie. Et puis, est-ce qu'on se reconstruit vraiment après le crime contre l'humanité? Moi, je pense que la lutte, en fait, continue. L'après-libération, c'est en fait la poursuite de la révolution des Syriens. Et c'est ces personnes qui continuent à se battre pour savoir ce qu'a été le sort des disparus, qui se battent pour avoir une justice transitionnelle après le crime contre l'humanité, et qui se battent pour qu'eux aussi, en Occident, dans ces pays qui parfois ont laissé faire, n'ont pas réagi, ou ont parfois cautionné ou voulu réhabiliter la dictature d'Assad, eh bien, on puisse préserver suffisamment de mémoire pour donner justice et raison à ces personnes qui sont contraints pour survivre de se battre après cette libération et de porter encore l'héritage empoisonné de ce qu'a été un demi-siècle de la dictature d'Assad. Et il y a un de vos interlocuteurs, Ihab, qui explique aussi qu'il ne peut pas y avoir de réparation sans justice, qu'il y aura justice le jour où on pourra mettre la main sur Bachar el-Assad. Ça, c'est quelque chose qui revient. Cette absence de justice aujourd'hui, pour eux, elle est insurmontable? Elle est insurmontable. On voit difficilement comment faire une justice transitionnelle aujourd'hui en Syrie, dans l'état qui est celui du pays. Le problème, c'est que qu'est-ce que l'injustice laisse dans une société qui est aussi polytraumatisée? Malheureusement, c'est le risque de vengeance. Et on le voit aujourd'hui en Syrie. Il y a des exécutions punitives contre des hommes du régime. Il y a des faits de vengeance et on a vu les massacres qui ont été commis il y a quelques mois sur la côte alawite et on le voit encore dans le sud de la Syrie à Soueda. Donc ce risque de vengeance et ce risque de se faire justice pour soi-même, il est extrême et il inquiète beaucoup pour l'avenir de la Syrie. C'est ce que vous racontez aussi à travers l'un de vos personnages, de ce témoignage qui explique qu'il, s'il pouvait se venger, s'il pouvait lui-même identifier ses bourreaux, il se rendrait justice lui-même. Qu'est-ce que peuvent faire les autorités aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait de ces prisons qui restent? Est-ce que ça, on le sait? Disons que, moi je dis souvent, on comprendra le chemin mémorial que prendra la Syrie sur le destin de ces prisons. En réalité, il y a 3 chemins. Le premier chemin, c'est de faire par exemple, comme dans l'Irak de Saddam Hussein, d'en refaire des prisons et de perpétuer l'état de barbarie. Le deuxième chemin, c'est d'en faire au contraire des lieux de mémoire, comme on a pu faire en Europe de l'Est après le goulag ou les camps de concentration, et d'en faire des musées. Et puis le troisième chemin, ce serait celui de l'amnésie, celui, pour moi qui habite au Liban, on connaît ce qui s'est passé après la guerre civile, et pour parler de la question carcérale, ce qui a pu se passer après le franquisme, de détruire les prisons. Aujourd'hui en Syrie, on fait un peu les trois. Des prisons sont détruites, d'autres sont réhabilitées, d'autres vont devenir des musées. Et le fait majoritaire racontera beaucoup de ce que deviendra la Syrie dans l'avenir, notamment vis-à-vis de l'héritage de l'assadisme. Je m'éloigne un petit peu de cet ouvrage, Le nom des ombres. Je voudrais aussi vous faire réagir, Arthur, sur un texte que vous avez écrit. Vous l'avez publié dans les colonnes de L'Orient le Jour il y a quelques jours. Un texte qui a beaucoup fait réagir avec ce titre, Un Arabe est mort. Alors vous racontez ces 2 années de couverture de guerre au Proche-Orient. Après 2 années à couvrir la guerre pour plus d'une dizaine de rédactions européennes, l'auteur, vous vous êtes heurté à une évidence. Nos récits se brisent sur la vie arabe. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre
travers ce texte-là, Arthur? Beaucoup de choses. Je pense qu'il faut le comprendre dans son intégralité et le lire, ce sera le meilleur moyen de le résumer, mais moi, j'avais, je pense, une colère. En tout cas, il y avait des choses qui m'étaient devenues insupportables dans la faillite morale qui a été la nôtre, et j'en parle collectivement pendant la couverture de ces 2 années de conflit. Quand vous dites la nôtre, nous journalistes? Nous, journalistes. Moi, il m'est insupportable maintenant de n'avoir que des discours humanitaires ou stratégiques pour parler de la guerre et d'occulter ce qui peut être la politisation des vies arabes. J'en ai marre qu'on ait mélangé les genres pendant 2 ans en ayant invité sans cesse des représentants de l'armée israélienne qui allaient jusqu'à nous menacer et nous insulter sur nos propres plateaux de télévision au moment où il fallait parler des événements à Gaza, de la guerre au Sud-Liban. J'ai été dévasté par l'incapacité de mettre les vies arabes en récit, de donner corps à justement ces vies qui étaient effacées sous les bombes, jusqu'à entendre des discours portés par des éditorialistes qui participaient à ce mélange des genres avec le journalisme, qui parlaient de bombes libératrices, qui nous parlaient voilà, de cette guerre qui était seulement prise par le prisme stratégique. Et je trouve que dans notre considération de ce qu'a été la vie arabe, nous avons plusieurs faillites morales dont il faudrait peut-être interroger les causes, les structures et aussi nos responsabilités individuelles. J'ai essayé de faire un texte, pas forcément pour me fâcher, mais pour avoir un regard peut-être plus introspectif sur ce que nous avons fait pendant 2 ans et ce qui a parfois invisibilisé de nombreuses vies et qui a aussi marqué notre incapacité aussi à mettre des mots juridiques sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'essaie aussi dans ce livre. Moi, ce livre, il m'a beaucoup aidé à mettre en perspective ce qui s'est passé pendant la couverture de la guerre au Liban ou des massacres à Gaza, savoir justement comment nommer le crime contre l'humanité, le crime de guerre et les autres. Merci beaucoup, Arthur Saradin. Merci d'être passé par le plateau de France 24. Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien. Cet ouvrage est disponible depuis quelques jours maintenant en librairie aux éditions du Seuil. Et puis on peut vous lire et je renvoie à cet article publié dans l'Orient le jour, un arabe est mort. Merci beaucoup.